Élu député libéral dans l'Acadie en 89, Yvan Bordelot a connu une longue carrière de 18 ans comme député, tant au gouvernement qu'à l'opposition. Il a apporté une vaste expérience en gestion des organisations. Yvan Bordelot s'est montré particulièrement mordant dans l'opposition. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bordelot. Bonjour, M. Morin. En 89, après votre élection, vous arrivez à l'Assemblée nationale. Les libéraux sont au pouvoir. Est-ce que M. Bourassa vous a confié des fonctions particulières? En 89, d'abord, j'ai fallu que j'apprenne, comme tout le monde, un peu comment fonctionnement, parce que c'est quand même quelque chose auquel on n'est pas préparé nécessairement. Donc, ça a été la partie là, auquel j'ai consacré le plus de temps. M. Bourassa m'a nommé, peut-être une année ou deux après mon arrivée, sur un groupe conseil pour un projet de Soligaz qui était prévu dans la région de Montréal. Et il s'agissait d'un groupe conseil où il y avait des experts des différents domaines. Il y avait aussi quelques députés qui étaient membres du comité. On est allé à l'extérieur dans différents pays regarder un peu comment fonctionnait ce genre de projet-là, s'il y avait des dangers, des risques, parce qu'il s'agissait d'emmagasiner des gaz dans des cavernes qui auraient été dans la région de Verchères. Mais le premier mandat, à part cette nomination-là là, sur Soligaz, bien, c'est à peu près la seule nomination, excepté que j'ai eu à travailler sans être adjoint parlementaire. M. Ryan m'avait confié différentes responsabilités au moment où il était ministre de la Sécurité publique. Un mandat de présider une table ronde sur la prévention de la criminalité. Et il avait à ce moment-là réuni une quarantaine d'intervenants qui venaient de tous les organismes. Là. Ça allait des services correctionnels au corps de police municipaux, Sûreté du Québec, tous les groupes des victimes d'actes criminels, les groupes qui s'occupaient de réhabilitation. En tout cas, on couvrait là, des professeurs d'université dans le domaine de la criminologie, tout ça. Alors, il avait réuni ce groupe-là et à ce moment-là, il avait dit bon, bien, je vous donne un mandat qui était de faire des recommandations au niveau de la prévention de la criminalité. Et il m'avait nommé président de la table ronde. Alors, j'ai trouvé ça un peu spécial. Et c'était un mandat qui était quand même assez lourd, assez difficile, parce que parler de prévention de la criminalité, là, quand on a des policiers puis des agents correctionnels à la même table que des gens qui font de la réhabilitation ou qui s'occupent de victimes, ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, c'était le groupe que lui avait voulu constituer puis dont il m'a confié la présidence. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? On a travaillé une année là, sur ce dossier-là. Ça a été intéressant. D'abord, pour se confirmer que le domaine de la prévention était un domaine qui était peut-être la bonne voie à suivre, parce qu'on regardait des données un peu qui venaient des États-Unis, et on voyait qu'aux États-Unis, l'incarcération et toutes les mesures coercitives, on en mettait une par-dessus l'autre, pour essayer d'éteindre la criminalité, puis la criminalité continuait à grossir pareil. Et sur la table ronde, effectivement, ce qu'on a retrouvé, au fond, comme données, c'était d'abord des domaines prioritaires sur lesquels il faut travailler en prévention, c'est-à-dire le développement socio-économique, tout le problème de la pauvreté, tout ça. Ensuite,
bon, ce qu'on appelait les occasions de délit. Essayer d'éliminer ou d'éloigner les occasions de délit, et en tout cas des mesures de cet ordre-là. Un peu, quels sont les domaines prioritaires sur lesquels devrait porter la prévention là, à plus court terme. Dans un deuxième temps, c'était les conditions de succès pour que la prévention existe. Alors, ça prend un leadership qui est partagé entre le gouvernement provincial, les municipalités, les citoyens, les groupes de citoyens. Alors, aussi le support de la loi, est-ce que le fait de mettre une loi, puis d'insérer dans une loi des mesures précises par rapport à un programme de prévention de la criminalité, ça peut donner un certain appui. On a remis notre rapport, je pense, c'était en 1993, et l'élection est arrivée en 1994. Alors, il y a eu un changement de gouvernement. Alors là, je ne sais pas si... Je n'ai pas eu connaissance, moi, qu'il y a eu des choses qui sont allées aussi loin qu'on aurait souhaité. Et je n'ai pas eu connaissance tout court qu'il y a eu beaucoup de mis après 1994 sur la question de la prévention de la criminalité. Mais essentiellement, la criminalité, c'est un phénomène social qui commence à l'enfance, dans certains milieux, et qui sont peut-être plus défavorisés, plus difficiles. Et c'est là qu'il faut agir. Ce travail-là, vous l'avez fait à la demande de M. Ryan. Aimiez-vous ça, travailler avec M. Ryan, qui était parfois exigeant? Ouais. Oui, j'aimais ça. Puis M. Ryan, après cet événement-là, avant l'élection de 1994, M. Ryan me confiait aussi d'autres responsabilités que j'ai beaucoup appréciées parce qu'on n'avait pas de lien d'adjoint à ministre à ce moment-là. Il m'a demandé de présider une délégation à Paris pour une délégation québécoise, là, avec des corps des policiers. Là-bas, c'était sur la sécurité publique. Alors, j'ai présidé la délégation québécoise à Paris. Je l'ai représenté à ce niveau-là. Ensuite, il m'a envoyé aussi à Saint-Jean-Terre-Neuve pour une conférence fédérale provinciale des ministres responsables à Saint-Jean, c'était la protection civile. Et ensuite, à Vancouver, pour une conférence fédérale provinciale des ministres responsables des administrations locales. Alors, il m'a donné beaucoup de responsabilités. Oui, j'ai aimé travailler avec M. Ryan parce qu'il m'a impliqué dans son ministère, que j'ai pu collaborer avec lui, alors qu'il n'y avait pas à le faire. Oui, M. Ryan est assez spécial. C'est un homme qui a une grande capacité de travail, d'abord. Ça, tout le monde s'en souvient. Un homme rigoureux, méticuleux, qui voulait savoir tout ce qui se passait. Des lettres, il ne signait pas ça, lui. Il fallait qu'il lise, il fallait qu'il l'écrive souvent. Puis après ça, il assignait. Mais ce n'était pas des choses... Alors, il était impliqué dans tout. Il suivait ces choses-là, mais il était dévoué à la politique. C'était effrayant. Il faisait juste des événements. À un moment donné, on était en session parlementaire. À ce moment-là, c'était dans le mandat de 89-94. Donc, on siégeait la nuit tant que c'était pas fini. Puis, des fois, ça pouvait se rendre au petit matin. Alors, à un moment donné, vers minuit, la Chambre suspend ce soir-là. Et puis, durant la soirée, il passe me voir et me dit, je travaille sur un projet de loi qui touche l'éducation. Et puis, j'aimerais ça en discuter avec toi, puis un collègue de l'Université de Montréal qui était député aussi, Henri-François Gautran. Alors, il dit, ça nous fera plaisir, tu sais. Peut-être après la session, quand ça finira. On a dit, oh oui. La session se termine à minuit. Fait que, il nous dit, Henri-François et moi, on va aller au ministère. Ça va au ministère pour discuter du projet-là. On arrive là, le sous-ministre était là. Les collaborateurs fonctionnaires, ils les avaient appelés, ils avaient fait rentrer pour discuter du projet de loi jusqu'à 2h, 2h30 du matin. T'sais? Alors, c'est assez particulier. Une autre fois, on siège comme ça la nuit. On termine vers 2h30, 3h. Alors, je sors pour m'en aller à mon appartement. Je demeurais au Laurier dans le temps. Et puis, M. Ryan demeurait, par hasard, en face, l'appartement en face du mien. Alors, il embarque. Alors, j'embarque dans son auto. Le chauffeur nous laisse
au Laurier, puis fait qu'on monte. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, je dis, je n'ai rien de spécial, je m'en vais me coucher. Hein? Ben, il dit, viens donc, on va prendre un petit café, un petit thé, un petit thé. Fait que là, voilà, fait son petit thé, ses biscuits, petits biscuits secs, et puis je parle de politique encore. T'sais. Puis à 6 heures le matin, il était debout, frais comme une rose, il était chercher ses journaux au Concorde, là, au magasin de journaux. C'était effrayant. Une autre fois, un autre événement comme ça qui est assez spécial décrit M. Ryan. J'ai des citoyens qui viennent me voir un moment donné à mon bureau. Moi, j'ai la prison de Bordeaux, là, dans mon comté. Alors, les citoyens viennent me voir et me disent, écoutez, M. Bordelot, ça n'a pas de bon sens ce qu'on vit. Et fait que là, ils m'expliquent. Ils ont dit, nous autres, on est sur la rue qui longe la rue Poincaré, qui longe la prison de Bordeaux. Ils ont dit, il y a des gens qui viennent, passent dans nos cours, ils s'en vont dans le fond de la cour, ils font un trou dans la clôture grillagée. Et puis, il y avait, entre les murs de la prison et ces cours-là, il y avait des anciennes bâtisses, là, parce qu'il y avait des jardins anciennement, qui étaient là, des espèces de granges. Alors, les gens s'installent dans le fond de la cour, surveillent, quand le gardien est passé, courent jusqu'à la grange, et puis là, ils lancent dans la cour, l'autre bord, des balles de golf, des balles de tennis avec de la drogue dedans, dans la cour de la prison. Alors, puis là, ça passait comme ça régulièrement. Quand les gens sortaient, là, il m'expliquait, quand les gens sortent de la cour, puis ils voient d'un coup une auto de police qui s'en vient en même temps, bien là, les couteaux ou les revolvers, n'importe quoi, ou de la drogue, en dessous des autos, hein, les gens se débarrassent, ils jettent ça n'importe où. Ils ont dit, ça n'a pas d'allure. Nous autres, on paye des taxes, comme tout le monde. Alors, moi, je leur dis, vous avez bien raison. Alors, je m'en viens à Québec. Je dis à M. Ryan, je dis, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose qui se passe à la prison. Là, j'explique ça. Je dis, je vais essayer d'être aussi éloquent qu'ils l'ont été quand ils m'ont convaincu que ça n'avait pas d'allure. Puis là, j'explique toute l'affaire. J'ai dit, je sais que vous êtes bien occupé, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là? T'sais? Ah, il dit, je vais aller voir ça. Samedi soir, je suis chez moi. Le téléphone sonne. M. Ryan me dit, qu'est-ce que tu fais demain matin? Ben, je dis, rien de particulier. Tu sais. Bon, il dit, l'affaire de la prison, il dit, j'irai voir ça demain. Dimanche. Moi, j'appelle les gens qui avaient pris contact avec moi. Je leur dis, écoutez, le ministre veut voir ça, il veut vous rencontrer. Puis, alors, vous allez lui expliquer vous autres mêmes qu'est-ce qui se passe. Je pense que là, ça va être clair pour lui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Alors, il dit, on va être là à telle heure. Là, on arrive sur la rue Poincaré. Ça fait que ceux qui sont intéressés, venez rencontrer. Alors, le lendemain matin, je vais voir mon bureau à 11 h. Tout d'un coup, je vois arriver une vieille voiture. Une vieille voiture, d'à peu près 15 ans, je pense. C'était lui qui conduisait ça. Avec son chapeau de fourrure. Puis là, les gens expliquent toute l'affaire, puis comment ça marchait. Puis c'était en hiver. Qu'est-ce qui se passait? Puis là, les gens disaient, ils sortent, ils vont dans le fond de la cour, puis tout ça. M. Ryan, dans la neige jusqu'aux genoux, aller jusqu'à la clôture pour regarder les trous qu'il y avait là-dessus. Tu sais, tout ça. Puis là, les gens ne venaient pas, tu comprends bien? Puis après ça, bien, effectivement, un soir, ils convoquent la GRC, la Sûreté du Québec, la Police de Montréal, les agents correctionnels en décor, tout ça à la prison de Bordeaux. Puis on se présente là, lui puis moi. Et puis, là, il leur dit qu'il faut qu'il y ait une solution qui se trouve. Et puis, alors, c'est au corps policier à faire les patrouilles. Ils rentrent par les rues. Puis c'est aux agents correctionnels dans le cas. Fait que là, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, puis le problème s'est réglé. Je n'ai plus jamais entendu parler. Durant votre mandat de 89 à 94, le gouvernement Bourassa avait un grand débat constitutionnel avec les homologues des autres provinces et le gouvernement fédéral, ce qui a amené à l'accord du lac Meech, puis à son rejet, un autre débat pour l'accord de Charlottetown, ensuite le rapport à l'air, beaucoup de tensions dans le Parti libéral parce qu'il y avait des discussions, puis comme vous disiez, entre nationalistes plus modérés, puis plus exigeants. Comment vous avez vécu ces tensions-là? Écoutez, ça, c'est une période assez particulière. D'abord, c'est mon premier mandat, 89-94. Et j'avais une sensibilité aussi peut-être par rapport à ces questions-là, de la question de la séparation du nationalisme et tout ça. Quand l'accord de Meech a été mis en échec, si on veut, on se retrouve le 22 juin 1990. L'Assemblée nationale, M. Bourassa se présente.
ça vient de mourir, là. Et il fait un discours qu'on peut voir même sur la statue de M. Bourassa, ici en face du Parlement. On a sa phrase célèbre qui dit quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. C'est un choc. Dans la députation, c'est... on comprend. On comprend pas. Là. On a toutes sortes de grilles d'analyse. Il y a des grilles des gens qui sont peut-être plus nationalistes que d'autres. Là. Tout ça, dans le contexte que j'ai dit, on est tous des nationalistes. Là. Mais il y en a peut-être qui sont plus près disons, du Parti québécois. D'autres seraient plus près, si on veut, d'une option fédéraliste. Et là, chacun y voit son compte. Chacun l'interprète à sa façon. Mais du côté des députés qui sont fédéralistes, on ne comprend pas. Parce que c'est fort. Là. On se souvient du livre, Vive le Québec libre, là, du général de Gaulle, accompagné de M. Daniel Johnson, sur le chemin du roi. Alors, ça avait fait... alors, là, il y a les fêtes de la Saint-Jean. À Montréal, là, c'est beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration, puis pas mal de triomphalisme aussi, là, pour qui ça faisait l'affaire, ce genre de déclaration-là. Mais tout dépendant encore comment on l'interprète. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que là, au sein du caucus, on ne se parle plus. On se regarde. Puis là, on essaie de comprendre ce qui se passe. Où est-ce qu'on s'en va? M. Bourassa, où est-ce qu'il s'en va? Et puis là, on a des sondages qui sortent dans les mois après, là, que s'il y avait une question sur la souveraineté du Québec, puis M. Bourassa faisait un référendum là-dessus, il gagnerait. Alors, c'est pas... Moi, je ne suis pas en politique pour rendre le Québec indépendant. Je suis en politique pour faire en sorte que le Québec continue à se développer au sein de la Fédération canadienne. Et c'est la même chose pour ceux qui sont carrément, disons, plus fédéralistes. Alors, à un moment donné, on se réunit 5-6 députés on se connaissait bien comme des fédéralistes. On se pose la question, où est-ce qu'on s'en va? Puis là, on ne sait pas. Alors, à une de ces réunions-là, là, on dit, bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâter le terrain, on va se diviser, on va faire du pointage, au fond, des députés pour savoir où ils se positionnent par rapport à ça. Parce que c'était pas clair, là. Puis M. Bourassa puis M. Rémillard continuaient à entretenir un peu une certaine ambiguïté par rapport à toute cette question-là, suite au discours de M. Bourassa. Alors, on commence à faire du pointage, puis regardez, on parlait avec chaque député, puis on s'était divisé les gens. Et là, on s'aperçoit, au fond, qu'il y a quand même pas mal encore de gens qui pensent que, malgré les échecs qu'on a eus, qu'il faut continuer dans cette voie-là, que c'est pas en allant vers l'indépendance. Là, alors, puis quand on a eu l'occasion de discuter avec M. Bourassa, c'était toujours... c'était jamais clair. C'était toujours... on pouvait sortir, par exemple, d'une discussion là-dessus, puis les deux tendances trouvaient leur compte. Pensaient qu'on leur avait confirmé que... Il n'était pas facile à décoder. Ouais, bien, surtout à cette période-là. Alors, puis, au niveau du parti, ce qui est intéressant à signaler aussi, j'essaie juste de mettre ça en parallèle, en février 90, avant Meach, M. Bourassa forme au sein du parti un comité constitutionnel sur l'avenir du Québec, que M. Allaire présidait. En février 90, avant Meach. On a vu les résultats. Là, le comité Allaire, quand on a mis leur rapport, en mars 91, on demande 22 juridictions
exclusivement provincial. Alors, c'est un changement, là. Demandons ça au gouvernement fédéral demain matin, là, que 22 des pouvoirs qui sont partagés deviennent maintenant de juridiction exclusivement provinciale. C'est pas... je me souviens que les gens du parti, M. Allaire était venu nous rencontrer, les députés, puis au moment où il travaillait sur ça, et il nous avait expliqué un peu où il s'en allait. On n'était pas, en tout cas, certains n'étaient pas très heureux de ça. Et sur ce comité-là, il y avait Mme Lavoie-Roux qui siégeait, puis il y avait William Cosgrove qui siégeait. Et moi, je me souviens très bien que Mme Roux me dit, à un moment donné, je ne comprends pas ce qui se passe dans le comité. On nous envoie toutes sortes de documents, on travaille sur des documents, on élabore des choses, on fait des commentaires en parlant d'elle et de M. Cosgrove. On les envoie pour que ça soit pris en compte dans la rédaction des documents. C'est jamais pris en compte. Alors, il y avait Allaire, il y avait Dumont là-dessus. Bon, évidemment, le président de la commission jeunesse dans le temps, puis il y avait d'autres militants. Mais c'était un comité qui était d'une tendance assez nationaliste pour arriver à recommander qu'on demande au fédéral de nous donner de nous transmettre 22 pouvoirs. Alors, c'est évident que... Alors, puis on se souvient que M. Bourassa tombe malade, va suivre des traitements là, pour un cancer aux États-Unis. Puis là, on se dit, bien, c'est qui mène la barque, là? Il y a un directeur de cabinet en qui on a confiance, à ce moment-là, qui est là. Et on se dit, bien, il y a sûrement l'œil là-dessus, là. Donc, M. Bourassa n'a jamais été un séparatiste. Mais la situation de Meach, il y avait tellement de frustration, un peu partout dans la province, que ça pouvait déraper facilement. Et sa préoccupation, c'était d'éviter qu'il y ait une crise sociale. Alors, la façon dont il a procédé, bien, ça a été d'ouvrir des valves, si on veut, pour faire évaporer un peu la frustration qu'il pouvait y avoir. Puis en même temps, bien, revenir à une situation plus calme où les gens pourront éventuellement peut-être porter un meilleur jugement que dans un État, là. Alors, quand on faisait un sondage, si M. Bourassa faisait un référendum, il gagnerait. C'est pas ça qu'il a voulu faire. M. Bourassa était préoccupé par l'éclatement d'une crise sociale à ce moment-là. Et dans le parti, bien, on a vu ressortir là, peut-être des orientations latentes qui ont toujours leur place dans le Parti libéral. Donc, alors ça a été une période assez difficile. Puis l'état de santé de M. Bourassa, à travers tout ça. Alors, on a vécu... Est-ce que les tensions ont continué dans le caucus? Non. Bien, ce qui est arrivé, c'est que, je disais tout à l'heure, en 1991, le rapport Allaire est déposé. Quelques semaines après, on a un congrès plénier à Montréal où le rapport Allaire va être l'objet principal de la discussion. Fait que là, le débat commence. Et puis, M. Ryan, à un moment donné, lui, décide d'intervenir. Alors, il s'en va au micro pour intervenir. Et là, des gens de l'autre camp font des règles de procédure, de sorte qu'ils empêchent M. Ryan de s'exprimer. Nous, on avait convenu que lui parlerait le premier, puis les autres arriveraient par la suite. Alors, tout simplement par des règles de procédure, on empêche M. Ryan de parler. Alors, M. Ryan, il dit, bien, écoutez, moi, il faut que je me retire, je vais me retirer, je vais réfléchir à ce qui se passe. Alors, fait que là, il se retire au ministère des Affaires municipales qui était à Montréal, au complexe des Jardins, et on y va un groupe avec lui. Alors, j'étais là, il y avait un certain nombre de députés. Et M. Ryan dit, moi, c'est de valeur, mais je ne pourrais pas continuer comme ça. Et durant la nuit, il appelle M. Bourassa, puis il lui dit, écoutez, moi, je ne suis pas capable de vivre avec ce qui se passe actuellement, puis je vais devoir quitter. C'est ça qui se passe, parce que là, le rapport avait été adopté. Alors, là, M. Bourassa, bien évidemment, ce qu'on a compris par la suite, non, et ça n'a pas de bon sens, puis toute l'affaire, puis il faut que vous restiez. Puis, M. Ryan avait un rôle important de caution morale dans le gouvernement et de crédibilité au sein du gouvernement. Alors,
Et le lendemain, au discours de clôture de ce congrès plénier, M. Bourassa fait une sortie forte par rapport au fédéralisme libéral, en faveur du fédéralisme. Là, c'était clair. Alors, dans des articles, on en parle, puis on dit il jette une douche d'eau froide sur les militants en faisant, là, en prenant position pour le fédéralisme. Et M. Ryan est demeuré à ce moment-là dans le parti, il n'a pas quitté. M. Bourassa, qui représentait le comté voisin de Saint-Laurent, vous avez demandé un coup de main pour le technoparc aussi. C'était quoi ça? Ça, le technoparc, c'est une autre belle réalisation. C'est que dans Saint-Laurent, à un moment donné, la municipalité a décidé de développer un secteur pour attirer la haute technologie. Il y avait beaucoup de pharmaceutiques qui s'établissaient dans ce coin-là, mais on voulait en faire un secteur réellement. Alors, il y avait encore des fermes qui existaient et on voulait acquérir ça pour en faire un secteur dédié à la haute technologie. Alors, c'était dans le comté de M. Bourassa. Alors, il avait été approché sûrement par les gens de Ville-Saint-Laurent et M. Bourassa m'avait demandé à ce moment-là, peux-tu t'occuper de ce projet-là? Alors, j'ai travaillé avec Ville-Saint-Laurent. Il y avait deux choses qui étaient préoccupantes. C'est que d'abord, qu'il y ait une équité dans l'acquisition des propriétés pour les... Il ne fallait pas qu'il y ait des îlots qui disent « moi, je ne marche pas », mais que ça soit traité de façon équitable, pas seulement par expropriation là, qui pourrait être pénalisante. Et l'autre chose aussi, c'est que dans le conseil, il y avait un peu de dissension. Assez faible, là, mais quand même, il y en avait qui s'objectaient un peu à ce technoparc-là. Alors, il a fallu gérer un peu ces deux facteurs-là pour arriver à créer le technoparc qui a été effectivement créé dans une loi. Et c'est devenu un secteur là, très à l'avant-garde à Ville-Saint-Laurent. Alors, c'était un beau projet. Alors, je tenais à informer M. Bourassa régulièrement, à chaque caucus, un peu où on avançait là-dedans, où on en était rendu. Alors, il était informé de l'évolution. Ouais. M. Bourassa était malade. M. Bourassa a démissionné, remplacé par M. Johnson. Ça nous amène assez rapidement aux élections de 1994, où les libéraux ont perdu le pouvoir. Vous avez sollicité et obtenu un deuxième mandat. Est-ce que vous avez trouvé difficile de vous retrouver dans l'opposition? Non. Non, pas... C'est un peu différent, oui, parce que quand on parle à des collègues qui sont ministres pour faire avancer des dossiers, c'est plus facile que de parler à des ministres qui... Mais encore là, ça dépend d'un autre gouvernement, le gouvernement opposé. Il y a des ministres avec qui on peut parler, puis il s'agit d'avoir des arguments qui ont du bon sens, puis d'avoir des vrais problèmes, et puis il y a moyen de trouver des solutions. Et l'opposition, bien, c'est un autre genre d'expérience. Alors là, ça nous permet d'abord d'être porte-parole, puis d'avoir certains dossiers particuliers à suivre. Et ça nous oblige à approfondir ces dossiers-là, à faire de la recherche, à travailler en collaboration avec les ministres responsables des dossiers, puis à négocier, faire des compromis. Alors, j'ai été à partir de 1994, j'ai été d'abord porte-parole officielle pour les services gouvernementaux et déréglementation. Alors, services gouvernementaux, c'est tout ce qui est, au fond, contrat, dépenses, ces choses-là, éthique, transparence. Et après ça, j'ai été porte-parole au transport en 1998. Oui, porte-parole au transport. Et ensuite, pour 2 ans, puis après ça, les 2 dernières années, j'étais porte-parole de l'opposition pour l'immigration aux communautés culturelles. On continue la semaine prochaine, M. Bordelot. Parfait, merci beaucoup.